Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 100% Sénat, l'émission qui vous permet de plonger au cœur de l'actualité sénatoriale. Aujourd'hui, nous vous proposons un retour sur l'audition de Thomas Fatome, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, interrogé par la Commission des affaires sociales du Sénat, notamment sur la question du projet de loi de finances sur la sécurité sociale qui vise à réduire le déficit de la sécurité sociale qui ne parvient pas à se résorber, notamment depuis la crise de Covid-19. On regarde. Quelques mots en effet d'introduction sur ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Quelques mots peut-être d'abord sur le cadrage macro, comme on dit parfois, pour souligner, comme vous l'avez fait à l'instant, la gravité de la situation financière de l'assurance maladie, avec un déficit en 2025 qui serait même légèrement supérieur à ce qui était prévu dans la commission des comptes de ce printemps, avec un déficit légèrement supérieur à 17 milliards d'euros, ce qui est évidemment très significatif hors période de crise sanitaire ou de crise financière. Partager néanmoins dans le même temps que ce projet de loi de financement porte une ambition de diminution assez significative de ce déficit pour l'assurance maladie, puisque l'objectif porté par le gouvernement dans ce projet de loi fixe une cible de déficit pour 2026 à 12,5 milliards d'euros, alors même que la conjoncture économique n'est pas extrêmement favorable, et donc en termes d'hypothèse de croissance, d'hypothèse de recettes. Mais voilà, souligner que si ce cadrage est respecté, ça marquera à la fois la fin de la dégradation significative qu'on a connue malheureusement post-Covid et une marge de redressement qui est tout de même importante. Deux leviers à cela. Vous l'avez évoqué à l'instant, un effort significatif en termes de maîtrise des dépenses avec en effet un ONDAM 2026 à 1,6% avec un quantum d'économie à 7 milliards d'euros, ce qui est évidemment significatif. On y reviendra très certainement. Et ne pas oublier néanmoins également une progression des recettes de l'assurance maladie qui, si je la regarde de manière très macroéconomique, se porte à hauteur de 10 milliards d'euros. Si on regarde les objectifs de recettes 2026 par rapport aux prévisions de recettes 2025, et si on regarde l'article du PLFSS, je crois que c'est l'article 9, mais je n'ai pas revérifié, qui porte les différents éléments d'affectation financière entre l'État et la sécurité sociale et de répartition des recettes entre les différentes branches, des choix qui ont été faits qui manifestement vont plutôt dans le sens de soutenir une affectation de recettes favorable à l'assurance maladie et donc une contribution à la réduction de ce déficit. Ce dont je ne peux que me féliciter. Sur ces mesures et globalement évidemment le texte, vous ne serez pas surpris si je repars des propositions que nous avons faites cet été dans le cadre du rapport chargé produit, et la Commission avait bien voulu nous entendre pour les énoncer, donc je ne vais évidemment pas y revenir. Néanmoins, souligner qu'un certain nombre d'articles de ce projet de loi portent un certain nombre de propositions que nous avions formulées, et de ce point de vue-là aussi, vu de l'assurance maladie, ça va dans le bon sens. Si je les énumère rapidement, y compris en gardant la structure que nous avions proposée dans le cadre de ce rapport chargé produit, où nous avions formulé 60 propositions autour de 3 séries d'axes. La prévention d'abord, bien évidemment, l'organisation, le parcours de soins et ce que nous avions appelé le juste soin au juste prix. Si je reprends un peu cette structuration qui est propre à ce rapport et qui est évidemment discutable, mais qui permet un peu de synthétiser, sur la prévention, souligner que notamment 2 sujets qui sont mis en avant dans le projet de loi. D'une part, une construction d'un dispositif en amont de l'entrée en ALD que nous avions appelé cette identification d'un risque chronique. Le projet de loi, dans son article 19, parle de parcours de prévention, mais ça repose sur la même idée d'identifier en amont des situations de risque
on pense à l'obésité, on pense à l'hypertension artérielle, qui permet le déclenchement d'un suivi rapproché par le médecin, des potentiellement programmes de prévention, un panier de soins peut-être dédié sur certaines prestations. C'est une réforme structurelle qui est posée ici et qui nous semble aller dans le bon sens. Et le deuxième volet qui tourne autour de la prévention, c'est l'ambition autour de la vaccination, évidemment sujet sensible, mais sur lequel il nous semble pertinent de poser un certain nombre d'axes de soutien à la vaccination, voire d'obligations, tels que le propose l'article 20, même si évidemment il relie ça à des avis, le cas échéant, de la Haute Autorité de Santé. Si je continue vraiment ce parcours assez rapide de ce projet de loi de financement sur les volets maladie, et en prenant le deuxième bloc qui est autour de l'organisation et du parcours de soins, en disant bien évidemment d'ailleurs que sur les trois blocs que j'ai évoqués, fort heureusement tout ne relève pas du législatif, mais tout de même souligner que ce que nous avions porté dans le rapport autour d'une meilleure organisation des soins de ville et notamment d'une meilleure organisation autour des soins non programmés trouve une réponse à l'article 21 autour de ce cahier des charges des structures de soins non programmés qui pourraient être davantage reliées à une organisation territoriale, à un lien avec l'hôpital, à un lien avec le SAS, et davantage s'inscrire dans une continuité de prise en charge qui nous semble être positive au regard de ce qui se déploie aujourd'hui parfois de manière chaotique sur le terrain, des solutions qui parfois répondent à des besoins, mais parfois de manière très peu coordonnée avec les autres acteurs du territoire, qu'ils soient hospitaliers ou de la médecine de ville. Le troisième axe, il tourne autour du juste soin au juste prix. Et de ce point de vue-là, il y a un certain nombre d'articles de ce projet de loi aussi qui rejoignent un certain nombre de propositions que nous avons faites cet été. Je pense à l'article 23 en termes de lutte contre les rentes dans le système de santé. Vous le savez, nous avions identifié dans le rapport différents secteurs d'activité où il ne s'agit pas de les stigmatiser, il ne s'agit surtout pas de dire qu'on n'a pas besoin de cette prise en charge, au contraire, mais y compris de notre responsabilité, d'un niveau de tarif qui est élevé par rapport à des coûts, des niveaux de rentabilité qui sont très supérieurs à la moyenne du secteur de la santé, voire à la moyenne d'autres secteurs économiques. On pense à l'imagerie, on pense à la radiothérapie, on pense à la dialyse. Et cet article 23 propose un certain nombre d'outils qui nous permettent, le cas échéant, de répondre à ces situations. Ça me semble indispensable dans le contexte financier que nous connaissons aujourd'hui, tout en rappelant notre conviction dans l'importance du dialogue conventionnel avec les différentes professions de santé. Le deuxième volet, il touche à l'utilisation du numérique en santé, sujet d'ailleurs que nous avions abordé que vous aviez abordé dans le projet de loi de financement, dans la loi de financement pour 2025. Le projet de loi propose notamment d'aller plus loin dans l'utilisation systématique, notamment du DMP et de Mon Espace Santé, avec potentiellement des sanctions en cas de non-consultation, en cas de non-alimentation de le DMP. C'est pas tant la sanction elle-même que, je crois, le cadre posé visant à ce qu'au regard des investissements réalisés et du fait qu'on a maintenant près d'un tiers des assurés qui ont activé leur espace de santé numérique, on a un document de santé sur 2 qui figure, que ça devienne systématique et quelque part obligatoire, que ces outils soient utilisés au bénéfice justement de ce juste soin. Troisième volet, toujours dans cette thématique autour de l'efficience à l'hôpital et notamment de l'efficience des prescriptions hospitalières. Nous avions proposé qu'un dispositif simplifié d'intéressement de l'hôpital aux justes prescriptions se mette en place. C'est ce que propose l'article 27. Et là aussi, ça nous semble être un cadre intéressant que nous pourrions déployer avec les agences régionales de santé et les hôpitaux concernés. Dernier élément autour de ce juste soin, juste prix attrait aux médicaments. Un certain nombre d'articles autour de la régulation du médicament figurent dans ce projet de loi, en repartageant à nouveau avec la Commission la vraie rupture que nous observons depuis le Covid, avec une accélération très significative de la dépense de médicaments remboursés dans notre pays, qui va plus vite que l'Ondam et qui sera allé en 2024
un niveau de progression de 8% par rapport à 2023, ce qui était un niveau de progression totalement inédit par rapport aux années précédentes et par rapport évidemment à la décennie 2010. Et de ce point de vue-là, il nous semble que le projet de loi porte un certain nombre d'outils de régulation, y compris d'ailleurs plus transparents et plus lisibles pour tout le monde. Je pense au sujet de la clause de sauvegarde et je pense au sujet des avances de trésorerie sur ces sujets-là, mais surtout insister sur l'article 33 et le soutien au déploiement des médicaments biosimilaires pour lesquels nous pensons qu'il y a des marges de manœuvre importantes dans l'utilisation de ces médicaments, leur prescription par les médecins, leur substitution par les pharmaciens. De ce point de vue-là, l'article 33 pose un certain nombre d'outils qui devraient également nous aider. Je termine ce volet par un sujet important qui a du mal à rentrer dans une de ces trois cases, mais qui lui aussi est un point important de ce projet de loi. Je pense aux arrêts de travail. On a eu l'occasion déjà d'échanger à plusieurs reprises sur ce sujet. Aujourd'hui, les arrêts de travail, c'est près de 16 milliards d'euros de dépenses. Si on regarde l'ensemble des arrêts de travail, avec une progression qui est supérieure à 6% en moyenne annuelle, ce qui veut dire que nous dépensons chaque année 1 milliard de plus pour les arrêts de travail. Et de ce point de vue-là, le projet de loi reprend deux propositions que nous avions formulées dans Charges et produits autour de la limitation de la durée de la prescription d'arrêt de travail. Nous observons des prescriptions de médecins qui sont souvent trop longues par rapport au référentiel de qualité de prescription qui sont à l'œuvre de par les sociétés savantes. Et donc ça, c'est l'article 28, et puis l'article 29 propose d'apporter une réponse à la problématique des arrêts de longue durée, où nous avons identifié là encore que ces arrêts ne sont pas en réalité soutenus entre guillemets par les personnes en ALD, mais au contraire par des personnes qui ne sont pas en ALD et qui sont dans une catégorie un peu spécifique qui s'appelle les ALD non exonérantes, avec souvent des durées d'arrêt de travail très longues, avec un suivi médical souvent insuffisant. Et nous pensons qu'il est légitime, comme le propose cet article 29, de supprimer ce dispositif pour revenir à un système de droit commun qui doit permettre aussi de mieux prévenir la désinsertion professionnelle et de nous mobiliser davantage sur ces sujets-là. Voilà, Madame la Vice-Présidente, ce que je voulais dire, sachant qu'évidemment, évidemment, un point peut-être particulier de ce projet de loi de financement et de l'autre projet de loi qui a été déposé par le gouvernement autour de la lutte contre la fraude fait que ce projet de loi maladie, financement de la sociale, il est assez peu disert sur la fraude parce qu'il y a à côté un autre projet de loi dans lequel on retrouve un certain nombre d'articles qui nous permettront de renforcer nos outils de lutte contre les différentes fraudes à l'assurance maladie. Donc c'est, je pense, quelque part, entre guillemets, un paquet global que nous sommes invités à regarder, si je peux me permettre cette expression triviale. Voilà ce que je voulais peut-être évoquer en introduction. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Corinne Imbert, notre rapporteure. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Directeur Général pour ces propos introductifs. Un nouveau PLFSS, quel bonheur de se retrouver avec un ONDAM dont on va parler. Pour 2026, la loi de financement, donc le projet de loi de financement prévoit donc de contenir la hausse de l'ONDAM à 1,6%. Une telle prévision repose sur des projections d'économies significatives, évaluées à 7,1 milliards d'euros. Cela marquerait une rupture assez radicale, puisque l'ONDAM, ces dernières années, hors Covid, a augmenté de 4,8% de 2019 à 2025. Donc nous pouvons douter de la crédibilité du taux affiché dans la mesure où l'ONDAM est systématiquement sous-évalué lors des lois de financement, enfin en tout cas des projets de loi de financement de la sécurité sociale, même si, il faut le dire, il est exceptionnellement maintenu cette année grâce aux alertes formulées lors de sa construction. Alors dans ce contexte, estimez-vous crédibles les projections d'économie affichées dans l'ONDAM et comment arrivez-vous à croire à un ONDAM à plus 1,6%. Vous voyez, je ne vous pose pas la question du pilotage de l'ONDAM cette année, mais de sa crédibilité et de votre crédibilité dans cette hausse limitée à 1,6%. L'article 24 suscite de nombreuses réactions de la part des professionnels libéraux. Cet article prévoit la mise en œuvre d'un mécanisme de prévention des rentes applicables potentiellement à l'ensemble des secteurs.
Concrètement, si une situation de rente était identifiée, vous pourriez, en l'absence d'accord conventionnel sur des baisses de tarifs, décider unilatéralement ces baisses. Ce même article prévoit également que les forfaits techniques versés aux structures détentrices des équipements matériels lourds soient désormais fixés unilatéralement par le directeur de l'UNCAM. Vous connaissez l'attachement de cette commission aux négociations conventionnelles. Et même si elle est plus lourde, la négociation conventionnelle avec les professionnels de santé ne doit-elle pas être préférée chaque fois que c'est possible ? Pourra-t-on encore espérer la coopération des syndicats dans la maîtrise des dépenses d'assurance maladie lorsque la loi prévoira la possibilité de réduire sans leur accord les tarifs applicables ? Et si je peux me permettre de vous taquiner un petit peu, quelle est votre définition des rentes ? C'est quoi une rente, s'il vous plaît, monsieur le directeur ? L'article 29 du PLFSS prévoit la suppression du régime des ALD non exonérantes. Toutefois, cette évolution ne s'accompagnerait ni de mécanismes de développement du temps partiel thérapeutique, ni d'un accroissement des garanties de prévoyance, ni de toute autre mesure d'accompagnement pour les assurés concernés, majoritairement touchés par des pathologies psychiques ou par des troubles musculo-squelettiques, répondant rarement par ailleurs aux critères d'invalidité. En l'état, la suppression du régime des ALD non exonérantes vous semble-t-elle comporter un risque de précariser des assurés déjà fragiles ? Si oui, envisagez-vous des mesures d'accompagnement de ces patients et quelles mesures d'accompagnement seraient pour vous prioritaires ? Je vous remercie. Donnez la parole à notre rapporteure générale, Elisabeth Doineau. Merci Madame la Présidente. Alors, je m'attendais à ce que Monsieur Faton réponde aux questions de ma collègue rapporteur de branche. Bon, écoutez, c'est vrai que j'ai pas mal de questions, Monsieur Faton, hein, donc, parce que j'ai regardé, comme un certain nombre d'entre vous, le rapport chargé produit qui a été publié en juillet, et donc il nous donnait un certain nombre d'indications sur les orientations possibles. Et en fait, vous aviez préconisé dans ce rapport, je cite, programmer un nouveau partage de prise en charge de certains soins avec les organismes complémentaires et les patients à hauteur de 3 milliards d'euros. Cet objectif fixé pour 2030, enfin il est fixé pour 2030, mais le PLFSS prévoit dès 2026 donc d'augmenter les franchises et participations forfaitaires pour 2,3 milliards d'euros. Quelle appréciation apportez-vous sur cette augmentation qui me semble donc rapide? Et d'autres mesures sur les dépenses vous sembleraient-elles envisageables pour 2026? Ma deuxième question est toujours sur le rapport chargé produit. Vous avez semblé suggérer qu'il n'est pas possible de ramener la branche maladie à l'équilibre d'ici 2030 sans augmentation substantielle des recettes. Est-ce bien ainsi qu'il faut encore vous lire? Quelle appréciation portez-vous sur la répartition de l'effort entre recettes et dépenses envisagées pour 2026? Toujours sur ce même rapport qui préconise d'améliorer le solde de 2030 de la seule branche maladie de 3 milliards d'euros grâce au renforcement de la lutte contre la fraude. Là, pourtant, le projet d'annexe à la future loi de financement de la sécurité sociale indique, dans le cas de l'ensemble des branches, que la protection pluriannuelle prend en compte, je cite, une hausse du rendement des efforts de lutte contre la fraude qui dépasserait 1 milliard d'euros à l'horizon 2029. Alors, comment expliquer cette différence que l'on voit entre ces deux chiffres? Faudrait-il, selon vous, prendre des mesures pour lutter contre la fraude, en plus que celles du projet de loi fraude et du PLFSS? La CNAM retient-elle une estimation du stock de fraude plus élevée que celle du gouvernement? En fait, c'est la question. Ma dernière porte sur un autre sujet, du coup, enfin non, c'est pas ma dernière. Les questions que je vais aborder sont en dehors du rapport chargé produit. La première question concerne la réforme du service médical. On en a parlé l'année dernière déjà. Ça suscite toujours des inquiétudes, la suppression des échelons régionaux, le risque de la désorganisation, la perte de solidarité entre caisses et atteinte potentielle à l'indépendance des médecins conseils. Bon, il y avait aussi de bonnes choses dans cette remise en cause. Pouvez-vous nous repréciser devant notre commission comment vous comptez garantir le maintien d'un service médical de qualité et est-ce que, en tout cas, équitable et indépendant, et est-ce que les choses ont avancé voilà, sur ce point? Une autre question, c'est sur l'instauration d'un plafond dédié de franchise pour les transports sanitaires qui est prévu par l'article 18. Moi, je voudrais parler des territoires ruraux qui sont voilà, des territoires voilà, où on a besoin justement de viser à une offre de transport qui soit assez important pour satisfaire en tout cas aux besoins réels. Et donc,
Afin de renforcer l'offre de transport sanitaire, plusieurs protocoles expérimentaux, notamment dans le cadre de l'article 51, visent à inciter les taxis conventionnés à basculer progressivement vers le champ des VSL. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Et surtout, où en êtes-vous sur les travaux de la Caisse sur les outils de facturation et de géolocalisation? Parce que ça, c'est vraiment une offre qui semble se concrétiser sur certains territoires. Est-ce que vous pouvez me dire où vous en êtes? Et ma dernière question, excusez-moi, chers collègues, mais c'est sur tous les dispositifs médicaux qui sont aujourd'hui reconditionnés et qui sont dans un certain nombre d'entreprises, c'est souvent des start-up d'ailleurs, qui sont sur le point d'être mis sur le marché ou qui sont déjà sur le marché mais qui finalement n'ont pas de remboursement et qui donc coûtent plus cher, alors qu'il y a une vraie vertu à utiliser ces dispositifs. Je pense notamment à une entreprise qui se trouve sur Nantes et qui aujourd'hui est sur tout ce qui est orthopédique. Et très franchement, je me dis que ça coûte plus cher à l'hôpital, alors que c'est vertueux sur le plan de l'environnement, sur le plan des déchets, etc. Et en fait, ils ne sont pas bien remboursés, donc on est obligé d'acheter des choses qui vont servir parfois une journée ou 2 jours. Certains vont durer un petit peu plus longtemps, mais ils sont tous reconditionnés avec toutes les conditions qui sont requises. Donc voilà toutes mes questions. Excusez-moi pour le temps que j'ai pris. Je vous donne la parole pour répondre à nos 2 rapporteurs. Merci beaucoup. Alors, sur l'ONDAM 2026, il est en effet à un niveau historiquement faible, même si toujours utile de faire le lien avec des contextes d'inflation qui sont évidemment variables et donc dans un contexte quand même de baisse de l'inflation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le gouvernement l'indique clairement dans son projet de loi et notamment dans l'annexe 5 qui décrit dans le détail la construction de l'ONDAM 2026, un ensemble d'économies à hauteur de 7,1 milliards d'euros, dont une part, vous l'avez d'ailleurs évoqué toutes les deux, si j'ose dire, sont liées à des mesures paramétriques, notamment d'augmentation des franchises et des participations forfaitaires, et qui représentent une part importante de ces économies. Puisqu'au total, si on regarde l'annexe 5, ça représente près de 3,4 milliards d'euros. Et donc, c'est évidemment un élément qui contribue très significativement à ce tour d'ONDAM bas. Si je devais le dire autrement, si on neutralise entre guillemets l'effet mécanique de ces mesures-là, ça ferait un ONDAM beaucoup plus élevé. C'est un peu tautologique comme raisonnement, mais je pense que si on compare les ONDAM des années successives, c'est un élément qui contribue très significativement à cette fixation du taux à 1,6%. D'autres mesures qui sont aussi ambitieuses en termes de maîtrise médicalisée des dépenses et en termes également de juste prix, mais je pense que c'est quand même assez déterminant. Sur le sujet de la lutte contre les rentes et le sujet de l'imagerie, pour être bien au clair, je pense bien placé pour rappeler l'importance du dialogue conventionnel avec les professionnels de santé. J'ai, pour ma part, depuis que j'exerce ces fonctions de directeur général de l'assurance maladie depuis 2020, signé des conventions, des avenants avec, je crois, la totalité des professions de santé. Médecins, professions paramédicales, transporteurs sanitaires, encore récemment d'ailleurs. Et je crois fondamentalement à la vertu de cet outil. Mais pour prendre l'exemple le plus récent, le Parlement, vous l'avez rappelé, nous a demandé de négocier avec les syndicats médicaux un protocole sur l'imagerie médicale, fixant un objectif de 300 millions d'euros d'économie. Nous nous sommes engagés pleinement dans cette négociation entre le mois de mars et le mois de juillet 2025. Un très grand nombre de réunions multilatérales, de réunions bilatérales, d'échanges avec les différents syndicats, de propositions, d'évolution de la copie, etc. Et on a très objectivement beaucoup travaillé. Et nous avons notamment d'ailleurs essayé de construire avec les syndicats médicaux un cadre autour de la pertinence des examens d'imagerie, beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus opérationnel, potentiellement beaucoup plus efficace que ce qui peut se passer aujourd'hui.
Même si, vous le savez tous les uns les autres, c'est un sujet délicat, il faut avoir des référentiels, il faut suivre la demande d'imagerie, il faut porter la responsabilité là où elle doit être, entre le médecin qui va demander un examen d'imagerie, l'imageur qui va le réaliser. Tout ça est complexe. Au mois de juillet, j'ai proposé aux syndicats médicaux un protocole pluriannuel avec une part d'économie sur la pertinence, une part d'économie de baisse des tarifs. La réponse des syndicats médicaux, ça a été pas 1 euro de baisse de tarifs. Pas 1 euro de baisse de tarifs. Je le regrette, je regrette cette position. Je considère, et il n'y a pas que moi, puisque il n'y a pas que l'assurance maladie, pardon, puisque, comme vous le savez certainement, deux rapports de l'IGAS et de l'IGF, un sur la radiologie, un autre sur la financiarisation au sens large, a montré de façon très claire qu'on avait un niveau de valorisation de beaucoup de ces activités, qu'on avait un niveau de rentabilité de la radiologie qui, par ailleurs, a nettement progressé entre 2019 et 2023, puisqu'il est passé de 10 à 13%, et que donc il était légitime que le payeur, l'assurance maladie, adapte ses tarifs pour ne pas laisser ce que j'appelle des rentes. C'est une rentabilité qui est excessive par rapport à une situation économique normale. Je rappelle que des ratios d'excédent brut d'exploitation sur chiffre d'affaires, qui n'est certainement pas le seul indicateur de la rentabilité, mais quand même un assez bon indicateur qui sont suivis par les acteurs économiques, les investisseurs, les banques, les fonds d'investissement, voilà, des ratios qui sont à 13, 15, 17, 20, 25%, c'est quand même extrêmement rare dans l'économie. Le luxe, Microsoft, mais pas l'industrie automobile et pas l'industrie en général. Et donc, a fortiori, quand on est financé sur de l'argent public, il est légitime qu'on puisse adapter ses tarifs. Donc moi, je privilégie toujours la négociation, toujours. Mais quand il se trouve que le Parlement me dit soit il y a un accord, soit c'est unilatéral, j'ai malheureusement dû procéder à des baisses de tarifs unilatérales que j'ai enclenchées la semaine dernière. Certainement pas de gaieté de cœur, certainement pas. Je les ai aussi étalées. Je les ai volontairement étalées, pour que la discussion puisse, le cas échéant, se rouvrir au-delà des premières baisses tarifaires qui interviendront au 5 novembre. Je lis, j'entends que ces décisions pourraient mettre en cause l'économie de la radiologie et l'économie de l'imagerie. Je vais être sincère avec vous, je n'y crois pas 5 minutes. Je n'y crois pas 5 minutes. On a besoin évidemment de technologies modernes, on a besoin d'imagerie. C'est un secteur qui se développe. On a 30% d'augmentation des machines, du nombre de machines sur les 5 dernières années, tant mieux, ça permet de faciliter l'accès à l'imagerie. On a le parc parmi les plus modernes d'Europe, voire le plus moderne. On a une intensité des machines qui nous place dans les 3 pays du monde qui font le plus d'imagerie. Et nous allons pouvoir continuer à financer une imagerie de qualité au bénéfice des patients. Et je parle pas de vous, Madame la sénatrice, mais un peu désolé des commentaires que je peux voir en dehors de cette commission sur cette décision qui me semble, pour le coup, être une décision de responsabilité de ne pas laisser des rentes se poursuivre. Mais encore une fois, et par ailleurs, l'article en question, il est quand même très encadré. C'est dans des situations très particulières dans lesquelles les travaux vont démontrer, des observatoires qui vont montrer qu'on a des situations de rente, alors se déclenchent des procédures. Je privilégie toujours la négociation. Mais je prends juste un exemple, hein. Les forfaits techniques, l'inspection générale des affaires sociales et l'inspection générale des finances, on peut penser ce qu'on veut des inspections générales, elles travaillent généralement de manière indépendante, ce n'est pas nous qui leur avons dicté quoi que ce soit, estiment que les forfaits techniques sont survalorisés de près de 70% et que ça représente 500 à 600 millions d'économies. Je propose une baisse des forfaits techniques de 12% étalée en 3 ans. Donc je pense que là aussi, c'est important qu'on se refixe les paramètres généraux, mais je considère que la négociation conventionnelle, et on l'a fait réussir dans un très grand nombre de cas, y compris avec les médecins, y compris dans des conditions difficiles, doit toujours être privilégiée. Sur le sujet des ALD non exonérantes, Madame la sénatrice, Madame la rapporteure, nous avons fait le diagnostic que c'était ce cadre-là qui expliquait en bonne partie, voire en très large partie, la dynamique des arrêts longs. Et dans des situations qui traduisent souvent un niveau de consommation de soins et un niveau de recours aux soins et un niveau de suivi médical limité.
Et nous ne pensons pas, je ne pense pas, que ce soit légitime de conserver un droit à un arrêt de travail quand on n'est pas en ALD, qui soit celui de l'ALD. À un moment donné, si je peux me permettre, il est difficile que le Parlement nous demande, ou que les ministres nous demandent, ou qu'on se demande à soi-même de mieux réguler le système des arrêts de travail si on n'aborde pas un certain nombre de sujets un peu structurels comme celui-là. Et quand nous faisons des contrôles d'arrêt de travail, y compris sur des arrêts longs, nous observons des nombres importants de cas dans lesquels, en réalité, la situation relève soit de l'invalidité, c'est comme ça, malheureusement, la personne n'est plus en situation de travailler, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de raison qu'elle reste en arrêt de travail, il faut qu'elle bascule en invalidité, soit, tout simplement, elle peut retravailler. Et c'est des enjeux très importants. Et donc, je me permets de le signaler. Évidemment que ça justifie de notre côté, et ça justifiera, si cette disposition est votée, un investissement renforcé sur la prévention de la désinsertion professionnelle. Nous y travaillons avec les services de santé au travail. Nous avons d'ailleurs notamment expérimenté dans le cadre de la convention médicale un dispositif que nous avons appelé SOSIJ, c'est-à-dire de mettre à disposition des médecins des relais du service social de l'assurance maladie, du service médical de l'assurance maladie, des administratifs pour mieux accompagner les médecins et les personnes dans les arrêts longs. Et typiquement, nous voulons généraliser ce dispositif progressivement en 2026 pour renforcer l'accompagnement de ces patients. Mais je me permets de le dire un peu solennellement en commission, nous ne régulerons pas les arrêts de travail uniquement par le contrôle. Il y a 10 millions d'arrêts de travail par an. 10 millions d'arrêts de travail par an. Il y a 50 000 médecins généralistes qui prescrivent tous les jours des arrêts de travail. Dans l'immense majorité des cas, ils sont justifiés. Mais nous ne réussirons pas à réguler une dépense qui consomme chaque année plus d'1 milliard d'euros. Nous avons démontré que près de 40% de cette dépense, de cette dynamique de dépense n'était pas justifiée. Nous ne la régulerons pas si nous ne mettons pas en œuvre des réformes un peu structurelles telles que le gouvernement les propose. En tous les cas, j'en suis pour ma part convaincu. Madame la sénatrice, si j'essaye de resituer charges et produits par rapport à ce PLFSS et par rapport aux mesures d'économie et de recettes, ce que nous avons proposé dans charges et produits, et pardon, je ne vais pas être trop long, c'est de piloter dans la durée des dépenses d'assurance maladie à la même vitesse que le PIB, que la croissance de la richesse nationale, et de faire la même chose pour les recettes. Qui vont un peu moins vite que le PIB de manière tendancielle. Déjà ça, c'est difficile dans les deux cas. C'est difficile de tenir les dépenses d'assurance maladie comme la richesse nationale. C'est très difficile compte tenu des facteurs très forts structurels d'augmentation de la dépense. Et puis, il faut faire un peu d'effort en recettes également. Mais ce que nous avons posé aussi, c'est que si nous faisons entre guillemets que ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait simplement, on stoppe l'hémorragie. On stoppe le niveau de déficit là où il est, dont on a quand même par ailleurs redit qu'il était pour une bonne partie conjoncturellement lié à un Ségur qui n'a pas été financé, 13 milliards d'euros de dépenses qui n'ont pas été financées, et donc on se retrouve avec 17 milliards. Mais si nous ne faisons que tenir les dépenses comme le PIB et tenir les recettes comme le PIB, on aura 17 milliards, 17 milliards, 17 milliards, 17 milliards. Et après, je vais vous dire de manière un peu simple, nous avons considéré à l'assurance maladie que le débat de savoir comment il fallait faire plus, parce qu'il faut faire plus si on veut résoudre le problème du déficit. Est-ce que c'était des dépenses, des économies en plus, ou est-ce que c'était des recettes en plus? Ça, on a considéré que c'était de la responsabilité du Parlement, du gouvernement, parce que il y a beaucoup d'arguments qui peuvent jouer dans les deux sens. Faire plus d'économies, c'est difficile parce que structurellement, les dépenses vont vite. Faire plus de recettes, c'est aussi difficile parce qu'on a un niveau de prélèvement obligatoire qui est élevé dans notre pays. Et donc, on a laissé ça, si j'ose dire, à la sagesse du gouvernement et du Parlement, particulièrement sollicité en ce moment. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle, en l'espèce, si le gouvernement fait les deux choix en même temps d'ailleurs. Il propose un Ondam qui va moins vite que le PIB en valeur, hein, je parle bien du PIB en valeur, donc c'est un choix ambitieux, mais il a aussi une affectation de recettes favorable à l'assurance maladie qui fait que ces recettes vont nettement plus vite que le PIB. Donc de ce point de vue-là, je ne peux que me féliciter que ces deux éléments-là aboutissent à, ce qu'il faut bien voir, c'est quand même un déficit de l'assurance maladie qui, en tout cas dans la cible actuelle, baisse de manière importante et il n'y a pas d'autre solution. Il faut absolument qu'on engage une diminution significative de ce déficit. Vous avez vu dans le projet de loi de financement à quel niveau de plafond de trésorerie l'URSSAF Caisse nationale aboutit. Plus de 80 milliards de mémoire, des niveaux là aussi inédits. Et donc si on n'engage pas ce redressement, eh bien je crois qu'on sera en grande difficulté. Sur les autres questions que vous me posez, pardon, je vais peut-être essayer d'aller un peu plus vite, même si c'est technique, sur la fraude.
Alors, pardon, hein, et si je me permets de répondre avec beaucoup de prudence, parce que, vous le savez, hein, ce sont des documents qui sont produits par le ministère de la Santé et par Bercy, c'est pas l'assurance maladie, et donc les annexes au projet de loi de financement de la Sécurité sociale, c'est évidemment au ministre et au service des deux ministères de vous répondre peut-être plus précisément. Mais s'agissant de l'annexe qui porte le milliard de fraudes que vous évoquez, ce sont des fraudes qui sont hors assurance maladie, y compris parce que sur la lutte contre les fraudes à l'assurance maladie, il y a deux types de lutte contre la fraude. Vous savez, il y a le préjudice évité et le préjudice subi, et que donc, ce qui a un effet sur l'ONDAM, c'est le préjudice évité. Donc le milliard d'euros, si je simplifie, il n'a rien à voir avec l'assurance maladie. Ce qui fait la transition avec les réponses à vos autres questions. Nous restons toujours sur des évaluations que nous avons portées, que le Haut Conseil du financement a portées, qui sont autour de 1,3 à 2 milliards d'euros, mais qui sont sans doute une fourchette basse, hein, je le redis à nouveau. Nous avons, vous le savez, eu des résultats records en matière de lutte contre la fraude à hauteur de 640 millions d'euros en 2024. Nous avons bon espoir d'être au-delà en 2025. Le projet de loi qui a été déposé par le gouvernement nous y aidera en nous donnant des leviers supplémentaires, en partageant avec vous, c'est avant tout dans le déploiement opérationnel des opérations de contrôle et de sanctions que nous menons que nous obtenons ces résultats, avec également des réformes structurelles, qu'il s'agisse du CIRFA sécurisé sur les arrêts de travail, qu'il s'agisse de l'ordonnance numérique, pour essayer de couper, de fermer les zones où il y a des risques de fraude. Sur la réforme du service médical, je vais vous dire, on avance, et même elle est largement engagée. J'allais presque vous dire elle est faite, ce serait un tout petit peu aller un peu vite, mais depuis le 1er octobre, sur la base du décret qui a été publié au mois de juin, du décret en Conseil d'État qui a été publié au mois de juin, et de l'ensemble du dialogue social qui a été mené depuis maintenant 1 an et demi, les 7300 agents du service médical ont rejoint les caisses primaires. Donc la réforme, elle est engagée. Et voilà, je me permets d'évoquer avec vous un dialogue social très riche qui nous a conduit, y compris une première pour la sécurité sociale, à organiser, à la demande de 2 organisations syndicales, un référendum auprès des 7300 agents sur la validation de l'accord de transition qui n'est pas un référendum sur est-ce que vous êtes pour ou contre la transformation du service médical, hein, sur l'accord de transition qui définit des conditions dans lesquelles nous passons de l'organisation actuelle à l'organisation future, en tout cas le cadre social. 87% de participation à ce référendum, 82% de personnel qui ont dit oui. Encore une fois, je ne dis pas qu'ils ont dit oui à la transformation, je dis qu'ils ont dit oui à la question qui leur a été posée sur l'accord de transition. Toujours est-il que cette réforme, elle est engagée et elle est même très fortement lancée, hein, les équipes ont rejoint les CEPAM, elle se fait dans la totale indépendance technique de l'ensemble des praticiens conseils et des infirmiers du service médical, indépendance technique qui est garantie par les textes de loi, par les textes réglementaires, et sur lequel nous avons à nouveau réadressé des instructions à l'ensemble du réseau, que cette indépendance technique devait évidemment être pleinement préservée. Ça va de soi, c'est la force des équipes du service médical. Par ailleurs, les missions du service médical, elles restent évidemment, comment dirais-je, de notre responsabilité, mais j'ai la conviction, et honnêtement, c'est ce qui est en train de se faire, et je vais vous dire, les agents, ils sont entrés dans cette réforme, hein, véritablement, et pour constituer des équipes communes avec les caisses, on n'a pas supprimé le service médical, on n'a pas, pardon d'être un peu vif sur le sujet, mais je sais pas, parfois on a l'impression qu'on a supprimé ou qu'on les a vendus à un assureur privé ou je sais pas quoi. Ils ont rejoint le réseau de l'assurance maladie au sein des caisses primaires pour faire des équipes conjointes, pour faire plus de prévention, plus de travaux pour accompagner les professionnels de santé, plus de contrôle, plus de lutte contre la fraude. Et je pense vraiment, et je vois les collectifs se créer depuis le 1er octobre, que c'est une réforme qui sera pertinente d'abord pour mettre en œuvre les politiques publiques qui sont de notre responsabilité. Sur les transports sanitaires, d'abord oui, il y a un article 51 hein, qui rend possible la transformation de taxis en VSL. C'est un article 51 qui a des premières évaluations intermédiaires qui sont plutôt prometteuses, et nous pensons que ça peut être un levier à mobiliser, y compris pour répondre à des besoins sur les territoires et avoir une dépense plus efficiente. Et nous continuons à soutenir cette expérimentation. Au passage, je le signale également, nous avons signé là aussi un protocole avec les transporteurs sanitaires il y a à peu près un mois qui permet là aussi de répondre à la commande du Parlement de faire une partie des 300 millions d'euros d'économies sur les transports sanitaires. Et
sur la base de la publication de la convention cadre relative au taxi qui a eu lieu au mois d'août. Je précise également qu'à compter du 1er novembre, la nouvelle convention avec les taxis va se mettre en place. Ça fait l'objet d'énormément de travaux depuis 18 mois, d'énormément de discussions au niveau local depuis le mois de septembre entre les caisses et les représentants locaux des taxis, avec aussi donc une réforme qui va se mettre en place. Et je rejoins, Madame la rapporteure, votre souci sur les dispositifs médicaux non utilisés. Il se trouve qu'il y a à l'article 32 dans ce projet de loi, là on est plutôt sur les médicaments, hein, le fait de pouvoir expérimenter la dispensation de médicaments non utilisés pour une durée de 3 ans, ça nous semble utile, mais nous sommes également partie prenante avec le ministère des Travaux qui permettent d'essayer. Il y a un certain nombre de dispositifs médicaux qui s'y prêtent, qui peuvent permettre d'avoir en effet une dépense plus efficiente. Je crois qu'on a encore des textes d'application. C'est là où on va me souffler un certain nombre de réponses, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez avec les experts qui sont avec moi. Oui, bien sûr, même le rapporteur. Est-ce que j'ai une question complémentaire, parce que ça m'y fait penser avec ce dernier sujet. Quel est votre retour, analyse sur la limitation de la délivrance pour 7 jours des prescriptions de sortie hospitalière ? Et notamment, il y a pas mal de dispositifs médicaux. Est-ce que vous avez un petit point à nous faire, s'il vous plaît ? Alors oui, on pourra tout à fait vous transmettre ces chiffres. On a des résultats intermédiaires tout à fait intéressants. On voit depuis la mise en œuvre de cette mesure, notamment qui concernait les pansements, avec une limitation de la délivrance 7 jours, et puis après la prise de relais pharmacien-infirmier, une vraie chute entre guillemets, des niveaux de remboursement des pansements qui a l'air de se confirmer. Donc en effet, on a des premiers éléments qui montrent qu'il y a visiblement un changement de comportement qui se met en place. C'est plutôt positif. Et sans doute que ce type de mesure gagnerait à être regardé dans d'autres domaines. Mais on pourra tout à fait vous donner les chiffres des 6 premiers mois 2025. C'est plutôt très encourageant. Merci beaucoup. Olivier Henno. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Directeur Général. D'abord, une première observation pour saluer vos efforts de régulation et dire que, à titre personnel, le taux de rentabilité, c'est un juge de paix et que c'est le bon regard, ce regard financier. Et que quand on veut réguler, pour poursuivre le débat de ce matin, il faut accepter de ne pas être sympa, puisque c'était les propos de ce matin. Et donc saluer aussi ces efforts de régulation, notamment en matière d'arrêt de travail. Ça fait la transition avec les questions que je veux vous poser en associant Frédéric Puissat, qui est rapporteur aussi, co-rapporteur sur la question du projet de loi sur la fraude, et notamment sur l'hyperprescription. Quel est le coût de cette hyperprescription qui résulte et qu'on regarde sur les plateformes de téléconsultation, mais pas que. Comment mieux la réguler tout en respectant la liberté de prescription des professionnels de santé. Quel regard et quelles actions vous menez pour limiter cette hyper-prescription et pour la réguler. Sur les taxis et le transport sanitaire, vous y avez répondu, mais reste quand même une précision sur la géolocalisation, et notamment ce qui avait été préconisé l'année dernière par notre rapporteur Corinne Imbert. Quels sont l'état de vos échanges avec les entreprises de taxi sur cette obligation? Sur la question notamment des fraudes à enjeu, quel montant espérez-vous recouvrer grâce au projet de loi? Est-ce qu'il y a des freins juridiques que nous pouvons vous aider à lever, notamment s'il en demeure? Ensuite, par rapport aux fraudes avérées, notamment sur l'article 49 du PLFSS 2025, on se rend compte que pour être efficace, il faut qu'il y ait des conventions entre la CPAM et les organismes complémentaires. Avez-vous d'ores et déjà prévu des conventions et des plans d'action communs pour travailler de concert contre la fraude aux prestations? Et enfin, la question de la place du patient
dans la lutte contre la fraude. Il nous semble parfois qu'il y a l'absence d'intégration des patients dans la chaîne du contrôle. Et donc, dès lors, comment pourrait-on sensibiliser les patients à vérifier les montants facturés, à condition qu'ils les connaissent, bien sûr, même en cas de tiers payant ou de remboursement intégral? Je vous remercie. Monsieur le directeur, j'ai une question toute simple à vous poser. À partir du 1er décembre 2025, sera mis en œuvre la réforme de la prise en charge intégrale des fauteuils roulants. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'impact éventuellement d'ici la fin de l'année, mais surtout l'impact financier sur la prévision de budget 2026? Merci. Raymond Poncet-Monge. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Directeur. Moi, je vais rebondir un petit peu sur prolonger peut-être ce qu'a dit Alain Milon. Vous avez bien pointé que les rentes, vous vous attachiez à une baisse des prix et à la pertinence des actes, donc c'est-à-dire un effet volume et un effet prix. On a bien entendu l'effet prix. D'ailleurs, quel est le rendement de l'article 23 ? Je ne sais pas, c'est peut-être dans l'annexe 6, mais si vous le savez, vous pouvez me le donner. Et qu'est-ce que vous avez fait pour la pertinence ? Parce qu'on a quand même remarqué que l'effet prix est plus facile, il doit être fait. Hein. Moi, je sais très bien ce que c'est qu'une rente. Hein, voilà. Mais oui, enfin, ça me semble pas difficile. Je veux dire, c'est objectif. Hein, voilà. Moi aussi. Moi, j'aimerais revenir sur l'Ondam, si vous voulez, parce que l'Ondam, effectivement, insiste. Vous avez dit oui, mais l'effet, l'inflation, l'inflation c'est 1,3 dans les prévisions macroéconomiques. La croissance c'est 1. C'est-à-dire qu'à 2,3, on maintient la part de l'Ondam dans le PIB. En le mettant à 1,6, c'est une baisse programmée donc de la dépense Ondam dans le PIB. Alors moi je trouve cela culotté, si vous voulez, hein, tout simplement. D'abord dire que ces dépenses en santé, on n'est pas, si on voit les comparaisons européennes maintenant, hein, et si la santé c'est et le public et le privé, ce que payent les ménages, il n'y a rien d'étonnant. Enfin, dans notre part de PIB, on n'est pas du tout mauvais. Mais dire que, alors que jusqu'à présent, sans mesure nouvelle, on sait que sans mesure nouvelle, la dynamique mécanique et sans mesure, bien sûr, est de plus de 4%. Hein, et donc qu'on ne peut pas supporter ça, auquel cas ça entraînerait un PIB de plus en plus mangé par l'Ondam. Je rappelle quand même que quand on a voulu contraindre l'Ondam autour de 2%, etc., dans la décennie 70, ça a eu des effets, effectivement, et ça a donné 10 ans après le Ségur. Hein, c'est-à-dire que quelque part, c'est un effet différé. Aussi, moi, j'aimerais savoir quelles sont les mesures qui sont prévues concernant la dette des hôpitaux, parce qu'elle va vraiment mal il va y avoir un déficit des hôpitaux avec un tel Ondam. Hein. C'est pas très difficile à prévoir, parce qu'elle est déjà, d'après l'adresse, de 30 milliards. Hein, donc là, suite à ça, qu'est-ce que ça va faire? Et d'autant plus que nous n'avons toujours rien sur le financement des 13 milliards, je crois, du Ségur. Donc, bon, sur l'Ondam, je veux dire, il faut quand même voir cela. Moi, j'aimerais revenir sur un détail qui peut paraître un détail, c'est l'article 28, qui permet désormais à un salarié en arrêt de plus d'un mois ou à une femme qui a été enceinte de voir le médecin de travail avant de reprendre. Alors vous dites, il y a pénurie de médecins du travail. Non, mais enfin, oui, enfin, bon, je veux dire, c'est pas pour ça, si vous voulez, c'est pas une justification à ça. Parce qu'on dit, un médecin peut le faire. Un médecin, non, ne peut pas faire de savoir si la personne après sa grossesse ou quelqu'un qui a été malade de plus d'un mois, et il aura 2 arrêts de 15 jours, donc du coup, il ne peut pas savoir s'il peut reprendre par rapport au poste de travail. Seul le médecin du travail peut faire ça. Alors vraiment, sous pénurie, et là, c'est un recul manifeste de la prévention au travail. Ensuite, sur la protection sociale complémentaire pour les hôpitaux,
vous dites on n'a pas d'accord, donc enfin tous les syndicats disent que c'est possible d'avoir, c'est la CFDT, beaucoup qui a communiqué, mais la CGT le dit aussi, c'est dilatoire. Enfin, c'est pas que vous avez pas eu le temps de finaliser la protection sociale complémentaire, et vous la reportez à quand? Enfin, en 2-3 mois, je pense une négociation rapide peut conduire à un accord. C'est pas rien que ce soit le dernier secteur, que ce soit les hôpitaux, qui n'ont pas de protection sociale complémentaire. Et enfin, les mesures d'économie. De tout temps, dans l'ONDAM, il y avait 4 milliards d'économies. Donc là, vous en demandez 7. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas une économie que de transférer des charges sur les ménages par l'augmentation des franchises. Ce n'est pas une économie, c'est un transfert. C'est un jeu de bonneteau, là aussi. Mais ce n'est pas vraiment une économie. Ce n'est pas ce qu'on appelle une économie de la dépense, qui a de la qualité d'économie de la dépense. Donc, les complémentaires, et aussi les complémentaires avec cette taxe de 2%. Vous avez raison de dire qu'ils ont augmenté et en fin de compte, il y a une mesure qui n'a pas été là. Mais pendant la crise sanitaire, ils avaient donné pendant 2 mois, ils n'avaient pas appelé les cotisations. Donc il était possible pour les complémentaires de leur dire de ne pas appeler les cotisations pendant 1 mois puisque leur augmentation était indue. Mais là, vous ne vous souciez pas de ce qu'elles ont fait de l'argent et vous remettez 2%. Ce qui fait qu'il va y avoir de nouveau augmentation des complémentaires. Donc tout ça, ça fait un passage de ce qui était public de 3,4 milliards, vous l'avez dit, je crois, à ce qui c'est un passage sur les complémentaires et sur les ménages. Donc moi, j'aimerais bien, et ma dernière question, c'est celle-là, quelles sont les économies de dépenses qui ont vraiment un sens, qui ont vraiment un contenu, sauf à filer à l'autre la dépense, comme vous le faites. Et enfin, votre prévision de l'ONDAM, je la juge insincère, tout simplement insincère. Elle n'est pas tenable, sauf à avoir dans 2 ans un effet en retour de boomerang tel qu'on l'a connu après la décennie 70. Merci. Anne Souiris. Merci Madame la Présidente. Juste, j'essaie d'être extrêmement courte. Je voudrais juste revenir sur la question de la prévention parce que j'y tiens, vous le savez, et en particulier sur la question de la santé environnementale et de voir comment on peut agir sur les déterminants de santé. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Je n'en ai pas l'impression et ça me semble, en tout cas, et vous me répondrez, peut-être qu'il y en a que je n'ai pas vu, qui évidemment détermine beaucoup de choses aussi d'un point de vue après coût sur la sécurité sociale. Par ailleurs, je pense par exemple, et en termes d'action particulière, mais en termes aussi de taxes, je pense aux taxes comportementales, aux taxes du type taxes sur la question de l'alcool, par exemple, ou d'autres produits ou sur les jeux qui permettent d'abord d'être aussi vertueux en termes de consommation, donc directement en termes de santé publique, pas seulement de rapport de l'argent, mais aussi de permettre des comportements plus vertueux et donc d'avoir des économies de fait de santé. Donc c'est une première question. Deuxième question, vous posez la question des rentes. Bon. Alors moi, je ne sais pas toujours ce que c'est que des rentes. Je ne suis pas comme ma collègue. J'ai plus de mal. Mais en tout cas, la question de la baisse des taux de remboursement sur les secteurs très rentables. Moi, c'est juste une question que je me pose, peut-être de manière très néophyte, mais pourquoi, s'il y a un certain nombre d'acteurs qui exagèrent, qui abusent de ces actes, pourquoi pas surtout essayer de les cibler et donc de plafonner plutôt que de baisser les seuils de remboursement? Voilà, c'est une question. Est-ce qu'il ne faut pas plafonner? Parce que la réalité, c'est qu'il y a des restes à charge. Et que si vous baissez les remboursements des actes, eh bien, soit c'est les mutuelles, une fois de plus, qui vont payer le reste à charge, soit c'est les personnes elles-mêmes. Mais est-ce que ça fera en sorte que les acteurs qui abusent
en font moins, je n'en suis pas sûre. Donc c'est une vraie question en termes aussi justement de démarche vertueuse. C'est-à-dire est-ce que ça va dans un bon sens ou pas? Et est-ce que finalement le public, quand il se retrouve prise par rapport à ça, par exemple, je pense à la radiologie ou la radiothérapie, moi j'ai vu que dans un certain nombre de services, il manquait de la radiothérapie parce que tout allait dans le secteur lucratif, qu'on est obligé de fermer même des bouts de service là-dessus. Et donc on voit à qui ça rapporte dans cette histoire-là. Est-ce que c'est pas simplement en termes quantitatifs, c'est à qui, et du coup aussi les restes à charge pour les patients eux-mêmes, qui me semble importante. Et je finis juste là-dessus, c'est sur vraiment la question de la financiarisation. Monsieur Hainaut en a parlé tout à l'heure sur la question du rôle des patients. C'est vrai que les patients, souvent, vont se retrouver à payer des choses qu'ils n'ont même pas vu passer, sur lesquelles, enfin, payer, ou ne pas payer. D'ailleurs, parfois, c'est la sécurité sociale qui paye directement. Et ils n'ont même pas vu qu'ils avaient un acte qu'ils étaient en train en fait, finalement, de payer, ou en tout cas de faire payer. Est-ce qu'il n'y a pas, dans l'information, dans aussi quelque chose d'interactif d'un point de vue numérique, une manière de faire en sorte que le patient soit plus acteur de lutte aussi contre les fraudes, pas les siennes, évidemment, mais celles, c'est pas forcément d'ailleurs des fraudes, c'est simplement des abus d'actes. Parfois, parce qu'on parle toujours de fraude, mais parfois c'est des abus d'actes. On en a des témoignages qui reviennent. Donc ça, cet empowerment du patient pour lutter contre ces dépenses exagérées, est-ce qu'elle est pensée? Merci. Bernard Jomier. Merci Madame la Présidente. J'ai 2 remarques préliminaires et juste 4 questions que je voudrais aborder, Monsieur le Directeur. Mes 2 remarques préliminaires, d'abord, c'est que moi, je n'oublie pas que, évidemment, il faut ramener la Sécu à l'équilibre, on l'a assez dit, mais les 136 milliards d'euros mis à la CADES, plus les 5 milliards annuels d'exonération non compensée selon la Cour des comptes, ça fait 18 milliards chaque année. Et c'est bien ce cadre qui nous a été imposé qui dégrade considérablement les comptes de la sécurité sociale. C'est préliminaire, c'est pas vous. Vous nous avez parlé de prévention, Monsieur le Directeur. Alors moi, on va parler des grands absents de ce texte. 1, le tabac, première cause de mortalité, premier facteur, rien. Mais par contre, dans le PLF, excusez-moi, Madame la Présidente, on va parler juste du PLF brièvement, mais l'article 23 contient une disposition sur le tabac qui risque d'être contre-productive pour la santé. Vous savez, c'est sur la vape, la taxation du vapotage. Donc j'aimerais avoir votre avis en tant que directeur de l'assurance maladie sur cet article 23 du PLF. Deuxième grand facteur de mortalité, l'alcool. Rien non plus dans ce texte. Absence totale, on y est habitué, mais ça fait beaucoup. Et 3, l'alimentation. Rien non plus. C'est-à-dire qu'on a un texte qui, en matière de grands facteurs, et si on se réfère au rapport sur la prévention que vous avez fait, chère Elisabeth, pas toute seule, je me rappelle. Voilà. Eh bien, rien du tout, voilà, dans ce PLFSS. Donc, le virage de la prévention, il est quand même bon. Alors, il y a certes l'article 19 qui pourrait porter un peu d'activité physique, mais c'est très, je crois que c'est le 19, hein, mais c'est quand même très timide, très timide. Donc, voilà. Deuxième question, les parcours de soins qui sont importants aussi pour rationaliser les dépenses, pour éviter des recours aux hospitalisations inutiles, aux urgences, etc. On sait qu'ils sont efficaces et je trouve aussi, même si on peut les sentir poindre effectivement également dans l'article 19, mais est-ce que la méthode est bien la méthode de la LFSS pour développer ces parcours de soins? Et est-ce qu'il ne faut pas envisager un abord plus territorialisé? Troisième point, j'allais dire l'équilibre, qui n'y est pas. C'est le texte du gouvernement, on est bien d'accord, mais on a des déremboursements, parce que, bon, franchise, participation forfaitaire, tout ça, c'est du déremboursement. Hein. C'est bon. La ministre de la Santé dit ce matin, ça va faire 2,3 milliards d'euros au total, le minimum. Mais on atteint, j'ai 2 questions à vous poser. Premièrement, est-ce que tout ce sera dans cette LFSS? Ou est-ce qu'il faut s'attendre à du réglementaire derrière qui échappe au Parlement? Première question. Oui, je vous vois sourire. Deuxièmement, je vais vous prendre l'exemple du médicament et vous interroger sur un risque d'effet secondaire pour le coup. Prendre l'exemple de 3 médicaments, un antihypertenseur, un antibiotique, un antidépresseur. Antihypertenseur, je ne vais pas citer le nom de marque, hein,
Candé-Sartan, très utilisé. Prix de la boîte, 4,77 €. Vous remboursez actuellement 3,10 €, 65%. Il y a un bruit qui court de 2 € de franchise par boîte. Vous rembourseriez plus qu'1,10 €. OK. On passe à la paroxétine, un antidépresseur très utilisé. Prix de la boîte, 3,42 €. Vous remboursez 2, je ne sais plus quoi, 65%. Si on enlève 2 €, vous rembourserez 22 centimes. Et je vais vous prendre l'amoxicilline, encore mieux. Prix de la boîte, 3,03 €, 6 comprimés d'1 gramme. Vous remboursez 1,96 €. Si on enlève 2 €, le patient devra payer 4 centimes. Ce que ça raconte tout ça, c'est que c'est les médicaments matures les plus utilisés qui vont être totalement déremboursés. Est-ce que c'est bien une stratégie, même économiquement, soutenable et intelligente, de frapper à ce point-là, par ces 2 € par boîte, des médicaments matures qui ont fait leurs preuves, qui sont très utilisés par les Français, et qu'au contraire, il faudrait parfois encourager. Et évidemment, je voulais dire aussi, c'est que dans l'équilibre des remboursements, réduction des dépenses inutiles, l'équilibre n'est pas bon. Mais moi, je salue le travail que vous entreprenez de faire la chasse à des dépenses qui ne sont pas utiles pour la santé des Français. Et c'est compliqué parce que notamment les dépenses qui visent des acteurs financiers ou des acteurs qui considèrent la Sécu comme un open bar, pour viser juste, on ne peut pas utiliser que le levier que vous utilisez, puisque c'est une LFSS, des baisses de tarifs ou des régulations de volume. Évidemment qu'il y a un ensemble de dispositifs contre ces acteurs financiers à prendre qui dépassent la LFSS, et que si le gouvernement reste à ces dispositifs-là, il va provoquer une levée de bouclier d'un certain nombre d'acteurs professionnels sans arriver à atteindre complètement la cible. Mais moi, je salue le travail que vous entamez, parce qu'effectivement, pour la première fois dans ce budget de la sécurité sociale, il y a une véritable volonté de réduire des dépenses inutiles. Et c'est ça qu'il faut faire, et pas aller faire la poche des malades et des assurés sociaux. Et enfin, dernier point, l'article 23, il me semble grave. Moi, Raymond de Poncémont, je l'ai évoqué, sur le report de l'accord avec les organisations syndicales sur la protection complémentaire, parce qu'il met en péril, justement, et vous l'avez rappelé, monsieur le directeur général, l'importance que les organisations syndicales et professionnelles soient partie prenante de notre budget social. Le rapport chargé produit proposait un soutien financier à 100% des pharmacies fragiles lorsqu'elles étaient la dernière dans la commune. Donc, je voulais savoir comment le PLFSS répondait à cette proposition. Et puis, concernant les ALD, alors c'est une cible dans ce PLFSS, les personnes en ALD, qui ne bénéficient d'ailleurs d'une meilleure prise en charge que pour les médicaments en lien avec l'ALD, je le rappelle. Et je pense qu'organiser la sortie sur le prétexte que ces personnes bénéficient d'un statut alors qu'elles ne sont plus concernées par l'affection ne changera pas grand-chose aux dépenses. Je ne sais pas si vous avez une évaluation précise de cette dépense. En revanche, dans votre rapport chargé produit, vous indiquez un certain nombre d'autres sources d'économies possibles, et notamment en matière de prévention, justement pour ces patients en ALD, pour augmenter l'efficience de la prise en charge et la qualité de vie et les dépenses de santé. Vous proposiez des préventions systématiques, des dépistages réguliers, notamment sur d'autres pathologies, puisque souvent ces personnes ont des polypathologies, notamment sur les maladies cardiovasculaires et associées. Donc, je voulais savoir ce que vous aviez, enfin, ce qui était prévu dans le PLFSS dans ce champ de la prévention pour justement cibler et apporter plus de confort et plus de prévention pour ces personnes en ALD. Et puis sur le reste à charge, là aussi, vous ciblez, à mon avis, les plus fragiles. Le reste à charge chez les assurés hors ALD, pour le coup, après remboursement de l'assurance maladie, c'est 572 € qui représentent 41% de la dépense par an. Donc. Et pour un patient en ALD, on est à 1055 € par an. C'est l'évaluation qu'on trouve dans la différente littérature. Donc là aussi, alors j'ai bien compris que les personnes les plus fragiles allaient être
exonérés, en tous les cas ne seraient pas concernés, 18 millions de personnes, les enfants, les femmes enceintes, les bénéficiaires CMU-C. Pour la CMU-C, par exemple, 32% des personnes n'y ont pas recours. Donc, est-ce qu'il est prévu de travailler autour de ce non-recours pour ces personnes? Voilà, j'en arrête là. Merci. Merci. Daniel Chassaing. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Directeur. Donc si vous voulez, nous avons des déficits très importants au niveau de la sécurité sociale et il était normal que vous mettez en place bien des mesures de maîtrise médicalisée sans pour cela que les personnes en ALD soient touchées. Mais ce qui est mis en place, bon, effectivement, il y a une augmentation des franchises, mais ce qui est important, c'est certaines actions concernant les ALD non exonérantes. Il est évident que c'est vrai que là, c'était pas normal, et donc c'est une des causes d'augmentation des arrêts de travail de plus 6% depuis 2019. Alors, mes questions, c'est surtout sur la pharmacie. Vous savez qu'en rural, on a des pharmacies qui ferment, donc qui mettent les personnes assez loin de la pharmacie. Vous avez prévu de pouvoir ouvrir des pharmacies plus facilement, mais aussi, ce que je voulais vous poser comme question, est-ce que vous avez maintenant dialogué avec les pharmaciens qui étaient tout à fait remontés avec la diminution à 30 et 20% des rétroversions sur les génériques? Et une autre question que vous n'avez pas abordée sur la santé mentale, on a fait avec Céline Brulin, Jean Sol et moi-même un rapport qui montre une dégradation extrêmement importante. Alors on était cette année, on est toujours dans une grande cause nationale, mais en fait il y a eu très peu de choses de fait, et on se rend compte que les médecins scolaires sont divisés par deux, les pédopsychiatres, il y en a 40% de moins qu'en 2010. Les psychologues, on n'en a pas suffisamment. Et il y a une chose que nous avons rencontrée qui pourrait être importante, c'est la formation d'IPA-PSN, c'est-à-dire d'IPA, d'infirmières de pratique avancée psy, qui, en travaillant avec les psychiatres, peuvent apporter un plus, notamment au niveau des CMP, puisque elles peuvent voir les personnes pour renouveler les médicaments, et lorsqu'il y a quelqu'un qui a des problèmes aigus, c'est le psychiatre qui le voit, mais le psychiatre, avec ses infirmières IPA-psy, est quand même soulagé. On l'a vu dans plusieurs endroits, et lorsque on a aussi dialogué dans les auditions, et on l'a vu dans les Pyrénées-Atlantiques et aussi dans la Seine-Maritime. Donc, est-ce que vous avez prévu un financement de ces IPA-psy, notamment pour que les services hospitaliers puissent en embaucher? Merci. Merci. Martin Lévrier. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Directeur. Un rapport d'étonnement, mais qui rejoint exactement ce qu'a dit Bernard Jomier tout à l'heure, c'est mon étonnement de ne rien voir sur l'alcool. Vous n'y êtes pour rien, l'alcool, le tabac et l'alimentaire, en particulier le sucre. J'ai été très surpris de voir qu'il n'y avait aucune démarche cette année à ce sujet-là. Une autre question qui pourrait être une démarche vertueuse, mais qui est aussi un serpent de mer, dont je ne sais pas si elle est vertueuse, c'est cette idée qui date d'il y a très longtemps et qui revient régulièrement, des médicaments vendus à l'unité par les pharmaciens. J'ai une vraie question sur ce sujet-là, de médicaments à l'unité, ou comment organiser un système qui permettrait de récupérer des médicaments qui sont en très bon état, mais qui ne sont plus en boîte. Et j'ai vraiment ce sentiment qu'on ne prend pas le problème par le bon bout dans cette histoire. Je ne sais pas pourquoi. On m'a expliqué une fois que ça coûtait beaucoup plus cher de les vendre à l'unité. J'ai toujours pas compris. J'aimerais qu'on me l'explique. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais vous donner la parole, Monsieur le Directeur Général, et je vous prie de bien vouloir excuser donc Monsieur Milon. Notre
notre rapporteure Elisabeth Doineau, Monsieur Jomier qui va bientôt partir. J'ai oublié qui? Oui, je l'ai dit, Alain Milon. Ah, Frédéric Puissat, voilà. Parce qu'il y a des histoires de train et demain des problèmes avec la tempête. Voilà. Oui, mais ils liront avec attention vos réponses. Et merci à l'avance. Merci beaucoup. Peut-être essayer de regrouper un certain nombre de réponses sur des thématiques qui ont pu être un tout petit peu évoquées à différentes reprises. En me permettant là aussi d'être un peu simpliste, peut-être, j'ai vraiment la conviction, et c'est ce que nous avons porté encore une fois dans Chargé Produit, que si nous voulons remettre l'assurance maladie sur le chemin, et ça sera long et difficile, de la soutenabilité, il faut tout faire. Je me permets, voilà, moi je n'oppose pas baisse de prix sur les médicaments ou baisse de prix sur des actes médicaux et pertinence. Il faut, voilà, le juste soin au juste prix, c'est d'essayer d'être partout, d'accompagner les professionnels sur la prescription qui est conforme à des référentiels. C'est aussi faire évoluer les tarifs que nous fixons en lien avec les professionnels pour qu'ils reflètent les coûts, ou s'ils ne reflètent pas le coût, c'est volontairement qu'il y a des incitations financières qui sont positionnées pour favoriser telle ou telle activité. Il faut faire davantage de prévention, et si je peux me permettre, la ministre ayant, je crois, évoqué le fait que, particulièrement cette année, le projet de loi de financement était un objet qui pouvait être enrichi. Vous avez dans Chargé Produit toute une série de propositions qui n'ont pas encore trouvé leur traduction dans ce projet de loi de financement, qu'il s'agisse en effet des sujets autour des enjeux de nutrition, des enjeux de taxes comportementales, des enjeux de prévention de l'hypertension artérielle, des enjeux de dépistage organisé avec la diffusion des kits. En tout cas, je crois qu'il y a toute une série de mesures qui très certainement pourraient venir enrichir l'ambition préventive de ce projet de loi, en se partageant quand même que si déjà sur le simple sujet qui n'est pas facile de la vaccination contre la grippe, nous allions au bout de ce qui est proposé, y compris de mesures difficiles en termes d'obligations, nous ferions, enfin si je peux me permettre, en tout cas vous feriez, ou je ne sais pas qui, ferait œuvre utile pour la santé publique de nos assurés, j'en suis convaincu. Je reste intimement persuadé que, évidemment, sur le tabac et sur l'alcool, il faut continuer à agir de manière plus efficace et plus systématique. Je ne suis pas scientifiquement, monsieur le sénateur, en situation d'avoir un avis éclairé sur le sujet du vapotage. En tout cas, vous savez que c'est débattu. Et en tous les cas, tout ce qui peut éviter que des personnes se mettent à fumer ou les aider pour qu'ils arrêtent va dans le bon sens. Si j'en viens à des réponses plus précises, évidemment, sur les forfaits techniques, je reviens à nouveau sur l'évaluation de l'Inspection générale des finances et des affaires sociales, survalorisation de 54% pour les IRM, de 72% pour les scanners. Les forfaits techniques, c'est une dépense d'1,6 milliard d'euros qui est très dynamique. Et donc, il est logique que nous baissions progressivement ces tarifs. Et s'agissant des autorisations d'équipement, je suis prudent parce que vous êtes bien placé pour savoir dans beaucoup de territoires qu'il y a des attentes, parfois des délais d'attente qui peuvent rester élevés, qu'il y a parfois il y a des besoins d'équipement, mais néanmoins, il est probable que la réforme qui a été mise en place et qui allège considérablement les procédures pour pouvoir installer des équipements va très fortement, comment dirais-je, rendre possible des installations en espérant qu'elles ces installations soient pertinentes. Et nous allons assister à une augmentation très significative de la dépense dans les prochaines années. Le rapport de l'inspection générale, là aussi, évoque une nécessaire réflexion autour de ce cadre-là. Et je pense qu'en effet, ce serait utile qu'on l'amène collectivement. Monsieur le sénateur Reynaud, sur l'hyperprescription, ça fait partie de nos chantiers. Nous avons notamment, alors là, c'est le rapport chargé produit de l'année dernière, regardé ce qui se passait du côté des
plateformes de téléconsultation ou des médecins qui utilisent ces plateformes, notamment sur les prescriptions d'un certain nombre de médicaments. Nous avons fait un certain nombre de travaux qui, en effet, laissent à penser que parfois les référentiels sont peu respectés. S'agissant des antibiotiques, nous avons montré que les prescriptions en téléconsultation de recours aux antibiotiques étaient équivalents à ce qui se passe en consultation physique, ce qui interroge, puisque quand même dans un bon nombre de cas, il y a un examen clinique qui est nécessaire avant de prescrire des antibiotiques. Nous nous sommes rapprochés de la Haute Autorité de Santé pour avoir des éléments de référentiel et nous continuons à y travailler. Sur la géolocalisation, très clairement, on doit... alors ça existe déjà pour les transporteurs sanitaires, ce sera dans la convention que nous avons élaborée avec les taxis aussi obligatoire à compter du 1er janvier 2027, et le projet de loi de lutte contre la fraude aussi porte ce cadre-là, et ça nous aidera à vérifier la qualité de la facturation et à lutter contre les fraudes. Et sur les fraudes à enjeu, nous avons installé maintenant définitivement 6 pôles interrégionaux d'enquêteurs judiciaires qui sont spécialisés sur les fraudes complexes, les fraudes à enjeu, les fraudes cyber, et avec des recrutements de gendarmes, de policiers, de statisticiens, de juristes, et qui vont nous aider à identifier fortement ces fraudes. Et sur la coopération avec les complémentaires santé, on est très preneur de l'article du projet de loi qui devrait nous permettre de mieux échanger de l'information avec les complémentaires. On n'a pas attendu complètement pour essayer de travailler ensemble, pour essayer d'expérimenter également, y compris sur des sujets comme les arrêts de travail, sur lesquels, notamment du côté de la prévoyance, il y a des contrôles qui sont menés. Et donc, on pense que ce sera plus efficace. Sur la place du patient, monsieur le sénateur, je rebondis juste pour partager avec vous que depuis maintenant... à peu près 3 semaines, nous avons mis en place quelque chose de très simple qui fait qu'on envoie un mail à tous les assurés qui ont un remboursement de soins ou qui a un soin en tiers payant qui est en lien avec eux, pour les informer de ce remboursement-là, pour les inviter à aller sur le compte Amélie. Ça fait partie de cette pédagogie, de cette information, et on leur permet également de nous signaler si jamais ils pensent qu'il y a éventuellement un acte fictif. Ça peut arriver, ça arrive malheureusement. Vous avez on vous notifie qu'un professionnel de santé a été payé pour un soin en votre faveur, entre guillemets, en tiers payant. Vous n'avez pas vu de remboursement sur votre compte puisque c'est en tiers payant. Si jamais il n'y a pas eu d'acte, ça vous permet de le notifier à la caisse. On a un système de notification qu'on va continuer à améliorer, mais ça fait partie de la panoplie que nous voulons mettre à disposition de nous assurer. Madame la sénatrice de Seine, sur la réforme des fauteuils roulants, l'estimation que le gouvernement indique, c'est une première marche à hauteur de 100 millions d'euros sur l'impact. C'est l'ensemble des mesures nouvelles à hauteur de 1,2 milliard sur la ville. Donc voilà, et nous nous sommes mis en situation avec le ministère, bien sûr, opérationnellement d'assurer cette montée en charge de ce dispositif là, de mettre en œuvre aussi un système d'accord préalable. Et donc je pense que nous serons prêts au 1er décembre pour mettre en place cette réforme qui va permettre d'améliorer évidemment l'accès à ces équipements. Madame la sénatrice Poncet-Monge, alors c'est compliqué, hein, sur l'évolution de l'ONDAM et du PIB. Je partage avec vous l'ambition forte qui est déjà d'avoir un niveau d'ONDAM qui évolue comme la richesse nationale. Après, mais vous l'avez un peu esquissé, si on considère qu'on ne peut pas maîtriser plus que l'évolution de la richesse nationale, ça veut dire qu'à ce moment-là, durablement, il faut des recettes supplémentaires à l'assurance maladie pour diminuer le déficit actuel, et 2, il faut que ce soit répété. Donc après, c'est un choix collectif de où on met les recettes de la sécurité sociale, où on met les recettes publiques. Mais c'est la question qui est posée. Je partage avec vous la préoccupation que les déficits hospitaliers puissent redescendre. De ce point de vue-là, on a quand même une activité qui a redémarré. On a quand même un ONDAM hospitalier qui, j'ai bien compris, jugé insuffisant, sans doute par les acteurs, mais qui est quand même à 2,4%. Et donc, on peut espérer que la situation financière des établissements arrête de se dégrader. Sur les sujets de reprise de travail et de visites facultatives, on est bien d'accord que le projet de loi laisse possible cette visite.
à la demande de la femme s'agissant du congé maternité. Je partage juste avec vous un constat que nous avons posé avec le ministère, hein, qui est à l'origine de cette proposition, qui est que on aboutit aujourd'hui à des situations où, dans un certain nombre de cas, on maintient un arrêt de travail, on maintient donc un revenu, une dépense de l'assurance maladie, uniquement parce que on a parfois des difficultés à organiser cette visite de reprise. Et c'est vrai. Alors ça veut dire qu'on va, ça veut dire, alors soit elle est programmée plus tard, et la reprise du travail se fait, mais en tout cas continuer à payer des arrêts de travail alors que la situation de la personne, voilà, c'est ça qui s'organise. Et s'agissant, je vais botter en touche sur un certain nombre de questions sur la protection sociale complémentaire à l'hôpital, qui n'est vraiment pas de mon ressort. Et je pense que ce décalage n'est qu'un décalage temporel, et qu'à un moment donné, cette réforme aura vocation à se mettre en place aussi du côté de la fonction publique hospitalière. Madame la sénatrice Uris, vous connaissez notre investissement, même s'il est relativement jeune et récent, sur les enjeux de transition écologique. On a publié notre schéma de transition écologique pluriannuel. On souhaite s'investir beaucoup plus sur santé et environnement. Je l'évoquais tout à l'heure. On a mis différentes propositions dans le rapport qui peuvent tout à fait être reprises. Je pense par exemple à l'obligation du Nutri-Score pour ce qui est sous emballage. Et je vous informe également que la mobilisation du réseau de l'assurance maladie sur le sujet des perturbateurs endocriniens s'enclenche avec des visites auprès des professionnels de santé pour faire connaître encore davantage ces enjeux sanitaires. Et donc, on est convaincu qu'il faut se mobiliser encore davantage. Vous avez évoqué le sujet de la financiarisation qui fait le lien avec d'autres questions qui ont été posées, avec ce que je disais tout à l'heure. Je me permets juste là aussi de partager un point. Aujourd'hui, un secteur comme l'imagerie est assez peu financiarisé. Là aussi, les deux rapports le disent assez bien. On est au tout début d'un phénomène. Et je vais peut-être être un tout petit peu décalé par rapport à ce qu'on peut éventuellement penser, mais la financiarisation, elle naît d'abord de situations dans lesquelles on a laisser des taux de rentabilité élevés qui vont intéresser des investisseurs intéressés par des retours. Voilà. Si nous rétablissons, je suis à peu près certain, je pense que je vais avoir quelques critiques demain par rapport aux propos que je vais formuler, mais si nous abaissons un certain nombre de niveaux de rentabilité, je suis à peu près convaincu que nous écartons un risque de financiarisation de manière importante. C'est dans ce sens-là que ça marche, et nous sommes attachés à ce que des professionnels de santé restent en situation de maîtriser leur outil de production des soins, à agir en toute indépendance. Mais là aussi, le rapport à la fois sénatorial, si je peux me permettre, et le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'IGF fait un certain nombre de constats qui sont d'ailleurs équilibrés, mais qui, je pense, méritent d'être partagés. Le sénateur Jomier est parti, mais juste peut-être pour répondre, il y a un point, alors là aussi, qui peut être un peu polémique, mais tout de même... le sujet des franchises et des participations forfaitaires est un sujet sensible. Un certain nombre de mesures sont dans le projet de loi de financement, un certain nombre de mesures peuvent être de nature réglementaire, ça c'est vrai. Je partage simplement avec vous que chez nos voisins allemands, c'est pas si loin que nous, la franchise, elle est de 5 € par boîte. C'est 5 €. Voilà. Je mets juste en comparaison, je ne dis pas que c'est bien, voilà, mais je remarque simplement que d'autres pays d'autres pays, on reste un pays où le reste à charge est parmi les plus faibles du monde. Madame la sénatrice Sollogoub, sur les petits trajets, juste ce que nous avons mis dans la convention, c'est avec les taxis, avec l'accord 4, c'est un forfait minimum de 13 € qui couvre les 4 premiers kilomètres, et auquel on ajoute, pour tous les trajets, et il y en a quand même beaucoup qui vont dans les établissements de santé dans les grandes villes, dans les 12 grandes villes qui sont ciblées dans l'accord, il y a un forfait de 15 € qui s'ajoute. 13 plus 15 fait 28. Ce n'est pas toutes les courses, mais si vous partez ou si vous allez à Grenoble, à Nantes, à Paris, mais il y a quand même beaucoup de transports qui vont dans ces établissements-là, y compris des cours, y compris des un peu plus longs. Et je peux vous dire qu'il y a
un nombre important de taxis, un nombre important de départements dans lesquels ce nouveau modèle, il est gagnant pour les taxis. Je partage aussi avec vous qu'il y avait des départements dans lesquels, c'est vrai, le niveau de valorisation des petites courses était extrêmement élevé, était déraisonnable par rapport à ce qui peut se pratiquer dans le secteur commercial. L'assurance maladie n'a pas vocation à financer des petites courses à 21, 23, 25, 28 euros. Très sincèrement, on n'a pas les moyens et il n'y a pas de raison que l'assurance maladie finance ces courses-là à des niveaux qui sont, je crois, déraisonnables. Vous m'interrogez sur l'article sur le dispositif de parcours de prévention, le risque chronique, qui doit être l'article 19, c'est ça. Je partage avec vous que c'est largement à construire. Le projet de loi pose un cadre. Si le Parlement le vote, c'est quelque chose que nous souhaiterons construire avec les médecins, avec les patients, avec la Haute Autorité de Santé, pour avoir un dispositif simple et efficace. Alors, sur les pharmaciens, vous avez été plusieurs à évoquer le sujet. D'abord, sur le dispositif de soutien pharmacie en zone fragile, il commence à se déployer, puisque il y a, je crois, un peu plus d'une centaine de pharmacies qui ont déjà été identifiées, mais on souhaite aller beaucoup plus loin pour pouvoir lutter contre les déserts pharmaceutiques. Et nous avons également salué la mesure de suspension de la baisse des plafonds sur les remises de médicaments génériques, ce qui va nous permettre de travailler sereinement sur ces sujets-là. Et puis peut-être pour terminer, en espérant que je n'ai pas oublié trop de questions, sur les médicaments à l'unité ou sur les conditions à l'unité, sujet difficile. D'abord, il y a comme toujours, un très bon travail de la Cour des comptes qui a quand même partagé le fait que c'était au mieux compliqué, ou au pire, je ne sais pas comment il faut le dire, mais avec un bénéfice-risque, ou en tout cas un équilibre entre la difficulté de mise en œuvre pour l'ensemble des acteurs, le changement d'habitude et l'effet bénéfique qui était pas très positif. Autant je vous rejoins sur le fait qu'il faut continuer à travailler sur un conditionnement strictement adapté à la prescription et strictement adapté aux besoins des patients. Autant je constate, et malheureusement ayant passé trop d'années dans la protection sociale et dans l'ensemble des sujets d'assurance maladie, que depuis longtemps cette question se pose, et que même en mettant des moyens, même en incitant financièrement les pharmaciens, ça veut dire changer les chaînes de production. Ça veut dire changer, parce que obliger les pharmaciens à déconditionner, à mettre dans des petits flacons, une petite étiquette, à leur faire perdre du temps, etc., je ne crois pas que ce soit pertinent. En tout cas, je ne pense pas que ce soit une bonne façon de faire avancer la juste prescription. Et Madame la sénatrice Romani, même si elle est partie, on utilise de plus en plus les études médico-économiques au sein du comité économique, avec la présidente et l'ensemble des membres du comité. Et je partage son souci d'éviter, de lutter contre les contournements. Et là aussi, il y a un certain nombre de propositions dans Charge des produits, peut-être de changer les modes de fixation du prix dans un certain nombre de situations de ce type-là, pour éviter que nous continuions à rembourser des molécules alors qu'il y a par exemple un biosimilaire ou un médicament générique qui existe et qui est contourné. C'est des choses qui sont aussi dans les propositions de notre rapport annuel. Et voilà donc l'audition de Thomas Fatome, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui a pu être interrogé par nos sénateurs au sujet du projet de loi de finances de la sécurité sociale qui fait débat au Parlement. Merci beaucoup de votre fidélité et très bonne journée sur Public Sénat.